que j'ai évoquées comme des lignes d'instabilité raciale, qu'est-ce qu'on peut dire de cette division entre Scientia Sexualis et Ars Erotica qui est pensée comme une division géographique par Foucault, même si, encore une fois, il la formule de manière floue, à la fois géographiquement et à la fois en termes de contenu. Au début, j'étais très étonnée de ne pas trouver chez Edouard Said dans son orientalisme de critique de cette division, parce que c'est une étude qui est écrite à la suite de sa lecture de Foucault. Et pour moi, la dénomination d'Ars Erotica entrait tellement en écho avec les fantasmes orientalisants sur les sexualités subalternes que j'étais étonnée. En fait, c'est vrai que c'est peut-être pas ça qui est dit par Foucault, en fait c'est difficile de savoir exactement ce qu'il dit, quelle est l'opposition entre ces deux régimes de vérité. Il passe assez rapidement dessus. Mais reste que, à mon avis, cette division manque l'enjeu racial et colonial de l'opposition entre différentes historiographies du sexe, différentes historiographies sexuelles. Donc, je l'ai dit, le premier élément qui m'a rendu cette division du texte, c'est la façon dont elle semble entrer en écho avec ce que dit Saïd et ce qu'il décrit de l'orientalisme, avec cette dénomination elle-même d'art érotique qui ressemble à la romantisation de la sexualité dite orientale, ce qui suggère que Foucault pourrait être débiteur d'une tradition ou d'une forme d'inconscient culturel et insuffisamment critique de ces stéréotypes pour les reproduire. Un deuxième élément réside dans le fait que Foucault n'a pas étudié en fait beaucoup des sociétés qu'il cite ou qu'il implicitement range sous la catégorie d'Ars Erotica, puisqu'en fait il a surtout étudié la France, peut-être un petit peu la Grèce ancienne qu'on pourrait rentrer dans cette catégorie. Et surtout un troisième élément est apporté par un certain nombre d'études récentes en histoire du genre et de la sexualité dans cette zone d'Ars Erotica de Foucault. En France particulièrement le travail de Jocelyne Daclia, et dans l'espace anglophone, d'Andrews et Kalpaki, d'El-Royeb, d'Assane Najim Abadi, de Dror Zebi et de Joseph Massad, qui est sans doute le plus connu. Et ce que ces travaux ont en commun et permettent de montrer, c'est en fait une mise à mal de cette division un peu figée chez Foucault, en mettant surtout en évidence le caractère dynamique des frontières culturelles relatives à la sexualité et au genre. Et souvent, ils permettent aussi de montrer le rôle joué par les systèmes coloniaux sur le tracé de ces frontières. C'est en particulier l'étude des interactions avec l'Europe, mais pas uniquement, qui est décisive pour la critique de la division entre Scientia Sexualis et Ars Erotica, pour comprendre notamment les dessous de l'orientalisme dans son imbrication coloniale, mais également dans des pays comme l'Iran, notamment l'étude de Najm Hamadi Pensionnaire, qui n'ont jamais été colonisés. Donc, globalement, ces travaux historiques montrent des échanges historiquement importants, d'une part et d'autre, d'une ligne de division qui, d'une part, n'est pas unique, qui a été reconstruite par tout un jeu politique de mémoire et d'historiographie, et qui ne passe pas toujours là où on s'y attend, en fait. Et oui, qui notamment, entre autres, ont démontré que l'adoption d'un régime hétéronormatif plus radical n'est pas l'effet de l'imposition occidentale d'un nouvel ensemble de normes de sexualité. Ils incitent également à se garder de l'eurocentrisme et du modèle historique de l'invention de l'homosexuel et de la stigmatisation de l'homoérotisme, aussi bien que de la linéarité associée à ce modèle, qui produit en fait une linéarisation de l'histoire coloniale, en particulier de l'histoire islamique. Selon Daclia, en fait, la centralité de la problématique foucaldienne de la naissance de l'homosexualité et de l'hétérosexualité surdétermine, amplifie et maximise le motif historiographique du choc du XIXe siècle. Choc colonial en de nombreuses situations, ou choc de la suprématie occidentale, intériorisation de la honte et du déni. En fait, ce que les études ont montré, c'est que l'impact de l'Europe n'est pas nul, mais qu'il ne se déroule pas nécessairement sur son mode direct, et que l'Europe n'est pas non plus la seule influence. Par exemple, Andrews et Kalpaki vont poser la question, dans leur mise en évidence de la concordance entre les mutations des catégories de genre et de sexualité en Europe et la confrontation du monde islamique au XIXe, de l'existence antérieure de points d'identité ou d'indistinction entre Europe occidentale et monde islamique. Et les effets de retour et influence directe du monde islamique sur l'Europe occidentale ne peuvent non plus être ignorés. Daclia estime d'ailleurs que c'est par le monde ottoman et plus largement musulman que la question du tribalisme, du lesbianisme serait le retour en Europe et y acquérait comme tel une nouvelle visibilité. Donc,
En résumé, ces travaux nous font montrer que les régimes du genre et de la sexualité varient. En particulier, montrent que les constructions sociales et discursives de l'homoérotisme varient et que des catégories identitaires de l'homosexuel sont produites sur un mode que la division foucauldienne ne permet pas de penser. Najma Badi, par exemple, examine la production de la modernité nationale iranienne dans son travail de binarisation du genre. Elle va mettre en lumière le caractère rétrospectif de la binarité genrée et la façon dont la mutation profonde des modes de catégorisation genrée accompagne la révolution moderniste. Sa thèse, en fait, soutient que le régime binaire du genre est dans une large mesure ignoré par l'art Qajar, c'est la fin du XVIIIe siècle en Iran, qui est caractérisé par une forme d'androgynie traduite par l'indistinction entre beauté masculine et beauté féminine. Elle prend par exemple le cas de la moustache, qui donne son titre à son ouvrage, qui était la moustache naissante, qui était un critère de beauté dont la possession était valorisée aussi bien chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes, aussi bien que celles-ci comme ceux-là, quand ils ont été dépourvus, la suggérée par un trait de crayon. Et Najma Badi, sans dire par là que la période Qajar ignore les fractures genrées, se défend aussi de toute idéalisation du régime de sexualité qu'il y avait cours, parce qu'il était, par exemple, il était normal pour un jeune homme adolescent d'être l'objet du désir d'autres hommes, mais les échanges sexuels et amoureux entre deux hommes mûrs étaient considérés comme anormaux. Une fracture qui se retrouvait d'ailleurs sur le plan du genre, puisque les hommes mûrs sont tenus de porter la pleine barbe, alors que qui constitue un attribut indiscutable de virilité, et celui qui se la rase est accusé de se faire passer pour plus jeune qu'il n'est, pour un faible, un germain d'herbe. Mais simplement, les fractures intergénérationnelles au sein de la masculinité sont transposées rétrospectivement par notre régime duel du genre comme efféminement. Donc il y a en fait un décalage dans nos propres lectures historiques qui est dû à notre propre constitution, notre propre conditionnement de lecture genrée. Et le modernisme iranien, à partir de la fin du XIXe, rompt avec cette indistinction androgyne en féminisant la beauté. Les femmes sont alors plus fréquemment représentées seins nus ou apparents malgré les vêtements, dans une volonté de marquer, de distinguer leur genre. Il s'agit de certifier en fait que la beauté qui est représentée appartient bien à une femme. Et corrélativement, la production de la modernité politique iranienne passe par une dissociation de l'homosexualité et de l'homosocialité, dont Najma Badi va rendre compte comme une mascarade hétéronormée. Les pratiques homosexuelles sont frappées de prohibition, se voient retirer toute légitimité publique, alors que l'homoérotisme masculin demeure célébré comme trait de la fraternité nationale. Et on voit à ce moment-là une masculinisation de l'État accompagnée d'une féminisation de la patrie qui doit être protégée des intrusions étrangères. Et la consécration de l'homosexualité s'accompagne d'une romantisation du mariage qui était auparavant réduit à un simple contrat de procréation et qui devient le lieu légitime des relations sexuelles et amoureuses. À ce moment-là, la figure de l'amrad, donc du jeune homme qui est légitime à être désiré par les hommes plus âgés, disparaît, et l'homosexualité s'incarne dans une nouvelle personnification, le maboul, personnification de l'homosexualité. Ce qui est intéressant, c'est que Najma Badi explore la question des interactions avec l'Europe dans ce processus de binarisation du genre constitutif de la production de la modernité iranienne. Alors, elle rappelle que ces interactions s'intensifient au XIXe et qu'elles coïncident avec la transformation des codes genrés iraniens, mais elle ne fait pas pour autant procéder de la binarisation iranienne du genre de ces interactions-là. Premièrement, parce qu'elle estime que les causes internes et externes sont en fait difficilement séparables, mais deuxièmement, parce que les interactions entre l'Europe occidentale et l'Iran ne peuvent être envisagées dans un prisme unilatéral, ne sauraient être décrites qu'avec une grande attention portée à leur réciprocité, donc sous peine de souscrire à ce schéma acritique. Et troisièmement, il faudrait se garder de l'eurocentrisme qui ferait des interactions avec l'Europe les seules pertinentes à la compréhension de l'histoire iranienne, et au contraire s'intéresser tout autant au rapport avec la Russie, l'Inde, ou encore le monde ottoman. Et justement, la façon dont Najma Badi rend compte de l'implication entre le processus iranien de binarisation du genre et les interactions entre l'Europe et l'Iran est critique de la thèse qui soutient que les modernistes iraniens auraient été fascinés par l'Europe. L'auteur montre justement que la fascination des premiers voyageurs iraniens est rapidement remplacée par la défiance
suscité par le sentiment d'incompatibilité entre les codes genrés qu'ils connaissent, pratiques, et ceux de l'Europe qu'ils découvrent. Notamment parce que les hommes nus européens adoptent des traits associés donc, aux jeunes et faibles iraniens, notamment parce qu'ils se rasent. Et l'imitation de la masculinité européenne est alors accusée par plusieurs mouvances nationalistes iraniennes de contrevenir à la modernité iranienne en brouillant la binarité du genre qui devient alors exigée, en incitant à une homosexualité qui n'est plus admise. Donc, en somme, on voit le travail de Najm-Abadi par tous ces indices permettre de faire levier pour déconstruire une représentation fictive d'un monde islamique sexuellement différent et qui serait confronté à une modernité occidentale traumatisante et destructrice. Et donc, comme je disais, d'autres travaux peuvent être lus avec profit dans cette perspective-là. Celui d'El Royeb, qui peut être compris comme une confirmation de la thèse foucauldienne d'une constitution tardive de l'homosexualité, c'est-à-dire de sa conceptualisation associée à la détermination de caractère du personnage de l'homosexuel, qui daterait de la seconde moitié du XXe siècle. Et une proximité avec la thèse de Foucault qui est poursuivie plus avant, puisque El Royeb dresse du monde islamique tout en mettant bien son essentialisation, son homogénéisation, et en se centrant sur le monde ottoman arabophone, un tableau proche de celui proposé par Foucault au sujet de l'Antiquité grecque, avec une catégorisation sexuelle des hommes qui procède non pas du genre de leur partenaire, mais de leur rôle actif ou passif. Et le travail, comme je disais, d'Andrews et Skalpaki insiste également sur la parité entre les sociétés ottomanes et les sociétés de l'Antiquité gréco-romaine. Alors, à la différence de Najm-Abadi, El Royeb revendique la dissociation entre l'homoérotisme et les pratiques sexuelles, en rejoint d'ailleurs par Morantevi, qui était un autre auteur que j'annoncerai, et qui voit l'homoérotisme essentiellement un homoérotisme de convention, qui révèle des catégorisations au moins implicites antérieures à cela. Donc il faudrait ne pas se laisser piéger par l'homoérotisme de convention pour analyser la sexualité dite orientale. Et remplir le critère de l'activité sexuelle par opposition à la passivité ne suffirait pas à se garantir d'échapper à toute stigmatisation, puisque certains actes homoérotiques seraient tolérés, mais l'expression publique de l'homoérotisme serait bien admise, mais le passage à l'acte, en particulier tout passage à l'acte impliquant la sodomie, resterait illégitime et réprimé. Avec une association d'ailleurs de la sodomie à une pratique guerrière, en fait des viols collectifs de certains mercenaires sur de jeunes hommes. El Royeb évoque le cas de mercenaires syriens du XVIIe siècle. Donc en fait, El Royeb avance que si les docteurs de la loi musulmane condamnaient les rapports sexuels entre hommes, mais non plus n'envisage pas la relation entre femmes, les déclarations d'amour public ou privé d'un homme pour un homme plus jeune étaient considérées comme normales jusqu'à être pratiquées par ces docteurs eux-mêmes. Et selon El Royeb, qui s'intéresse également aux interactions avec l'Europe occidentale, notamment en faisant usage de récits de voyages égyptiens, le XIXe siècle voit l'incorporation d'une morale qualifiée de victorienne, ainsi que la naissance du concept, d'un concept signifiant la perversion et l'inversion sexuelle, donc, avec une incorporation des valeurs dites victoriennes traduites par l'assimilation nationaliste de l'homoérotisme à une cause et une conséquence du déclin historique, ainsi que l'expurgation progressive des termes pédérastiques des anthologies poétiques et littéraires. Pour aller plus vite vers Massad, donc je pense que ces mécanismes d'expurgation des thèmes pédérastiques des anthologies sont déjà un avertissement de prudence sur l'usage de l'historiographie sexuelle. Donc, dans son ouvrage Desiring Arab, Massad prend pour objet les discours arabes sur la sexualité au XIXe et XXe siècle. Et sa thèse principale est que ces discours, dont l'étude est souvent négligée, ont été un lieu important des jeux entre modernité et héritage, en particulier chez les intellectuels et écrivains arabes, qui travaillent à partir d'un corpus de traités, manuels, biographies, poèmes et ouvrages de sciences sociales. Et pour Massad, ces jeux ont été généralement dominés au XIXe siècle par ce présupposé orientaliste, opposant modernité et héritage islamique comme des pôles incompatibles, ou dont la compatibilité serait au mieux problématique. Ce mouvement moderniste s'appuie sur un discours de sexualité
qui recouvre la même structure. La compréhension arabe moderne de l'héritage sexuel islamique serait imprégnée des thèmes de décadence, de régression. Et ainsi, l'historiographie sexuelle arabe développerait un modèle linéaire, évolutionniste, qui comprend le présent arabe comme un stade de dégénérescence et débouche sur une alternative politique pour reprendre la marche du progrès et contrer la décadence de civilisation supposée. Soit le modernisme politique défend un alignement sur l'Occident perçu comme plus avancé ou mieux civilisé, soit il s'agit au contraire de poser l'Occident en figure de poussoir, décadence encore plus poussée, et se tourner au contraire vers l'authenticité, passer d'un âge d'or islamique fantasmé. Dans ces 2 premiers chapitres, donc Desiring Arab, Massad va montrer comment l'héritage islamique a été en partie produit par la littérature orientaliste européenne, et de quelle manière sa redécouverte a été imprégnée des présupposés européens, opposant progrès et civilisation au primitivisme et à l'admiration indigène. En particulier, le désir d'un homme pour un jeune homme, encore une fois, auparavant pleinement admis, serait revu avec anxiété comme un désir étranger et inauthentique. Donc, selon Massad, l'ancienne anxiété des intellectuels de la Renaissance arabe, alors soucieux de bâtir un projet national sur un héritage idéalisé, se répercute dans le discours néoconservateur arabe, parfois islamique, qui s'appuie à nouveau sur une conception de l'histoire expurgée des déviances sexuelles. Donc là encore, on voit Massad compléter Foucault parce qu'il montre l'omission du rôle joué par les effets culturels des systèmes coloniaux sur les constructions, les conceptions de la sexualité, et également l'implication concernant la catégorie de sexe dans l'histoire française ou européenne. Comme si en fait les conceptions européennes de la sexualité avaient été immunisées des rencontres avec les pratiques sexuelles et les conceptions extra-européennes. Plus généralement, ces travaux ébranlent nos périodisations dès lors qu'elles reposent sur un moment historiographique convenu, surinvestissant, surdéterminé. Au-delà de la question de la périodisation, il apparaît aussi que l'historisation du brouillage ou des mutations des catégories de genre déplace, pour cette raison même, nos catégories culturelles, dépassent nos frontières et non pas seulement nos périodisations. Je pense que ces travaux suggèrent, donc, dans un contre-pied à la méthode foucaldienne, l'opportunité d'un comparatisme, notamment pour défaire la vision d'un monde musulman radicalement autre. Par exemple, en raison de cette polygynie ou des discours homoérotiques socialement légitimes et publics. On voit que c'est une vision d'altérité qui peut être très fortement relativisée, et dans l'autre sens d'ailleurs, par exemple, en pensant à la polygynie de fait de la bourgeoisie française qui entretenait légitimement des maîtresses en plein 19e. Et les traditions et les conventions historiographiques dans ce cadre s'avèrent ici des distinctions, des séparations, des frontières finalement bien plus fragiles qu'il n'y paraît. Ces travaux pourraient encore être complétés puisqu'on pourrait rendre compte du développement pour repartir sur un autre espace impliqué par la sexualité chez Foucault. Donc du développement des sciences de la population en dehors de leur imbrication de leur colonialité. Est-ce que là non plus il n'y a pas un problème comme le fait Foucault, alors même que Yann Hakim, par exemple, a montré que les premiers recensements européens avaient été conduits dans les colonies, par exemple le recensement espagnol au Pérou ou le recensement britannique en Inde, avec un usage des catégories dans ces recensements qui était éminemment raciste. Donc en fait, je vais conclure là-dessus, ce genre d'attention à resituer Foucault dans les relations de pouvoir qui nous négligées est à mon avis décisif pour sortir de la routine des utilisations de Foucault. Et pour reprendre l'exemple des sciences démographiques, cela est nécessaire pour rendre compte des controverses entre le thème de la race, par exemple dans les recensements états-unis. Et pour approfondir les sciences de la population et suivre les indications de Nicolas Ross, comment la race est au centre de préoccupation de la génétique moderne, ou de manière plus générale. Et donc ça montre encore une fois que les intuitions de Foucault étaient à la fois précieuses et incomplètes. Merci.